Faut que j'allume. Hein? La rigueur. Je vais aussi te donner ce micro-là. C'est au début pour la vidéo. Ouais. Ça s'enregistre. Attends. Est-ce qu'on a tout le monde? Alors qu'à Breton-Souston, c'est vrai. Il faut être devant maintenant. Ouais. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, c'est important qu'on puisse se rencontrer, vous rencontrer, parce qu'on est dans. Alors, là, moi, je suis Guillaume Martineau, je suis un des associés de Monet Martineau. Il y a mon épouse qui arrive, Jean-Mi qui n'a pas pu être là ce soir, et venez toute une équipe parce que c'est pas tout seul. On a fait toute cette soirée qu'on va vous expliquer. Donc, il y a les 2 agences de Cap-Breton-Souston sont quasiment au complet. Et Ryan, si tu veux bien nous rejoindre avec Anne-Marie et Carole et Delphine, que tout le monde puisse s'identifier, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez eu un lien à un moment donné avec l'une ou l'autre des personnes qui sont là. Et donc il nous manque Delphine, Anne-Marie, Carole. Allez, je crois qu'on a encore 3-4 personnes qui manquent ce soir. Donc, et moi, je voudrais, avant qu'on démarre, remercier Johanna et Ryan. Venez voir tous les 2. Ils aiment pas se mettre devant, mais parce que si vous êtes là ce soir, c'est parce que ces 2 jeunes-là, venez, venez, venez. Allez, allez. On a l'impression qu'on est au théâtre, c'est la fin de la pièce. C'est ça. Ils sont très timides, mais nous, on croit à la force de la jeunesse sur Orpi, et donc c'est grâce à eux que vous êtes là ce soir, parce qu'ils ont monté toute l'opération, trouvé la salle, tout le buffet qui va arriver après derrière. Donc c'est ces 2 personnes-là qui ont tout monté. Donc merci à vous pour votre investissement. Voilà, donc moi je suis content que vous puissiez être là parce que donc je suis aussi président d'Orpi France. Donc Orpi France, ce sont 1 250 agences en France, un peu plus de 8 500 personnes, et comme dans toutes les coopératives, elles sont gérées, leurs dirigeants ont aussi des agences. Donc moi j'ai une agence. Alors je suis malheureusement pas assez présent ici, mais quand même 2 jours par semaine dans l'agence. Et ce que je comprends du paysage immobilier, de la fiscalité actuellement, dans tout ce qu'on rencontre à Paris, parce que je suis 3 jours par semaine à Paris. Il y a 10 jours, j'étais avec le ministre du Logement et en entretien particulier, et je lui disais qu'on comprend plus rien. Nous, les professionnels, on est complètement perdus. Moi, j'ai beau être président d'un réseau important, eh bien, j'ai besoin d'une boussole pour comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on se disait tous à l'agence, c'est que nos clients, vous devez être perdus en ce moment, parce que comprendre le projet de loi de finances, les amendements, ce qu'on entend en début de semaine, ce qui change en milieu de semaine, ce qui va passer au Sénat, sur les députés actes, bref, on n'y comprend plus rien. Donc, il nous est apparu important à toute l'agence de faire appel à des spécialistes, à un spécialiste, donc Nicolas Baraillé qui est Bonsoir. ici, est un de nos partenaires au national, puisque Orpi, en fait, est donc, on est partout en métropole, outre-mer aussi, et on élargit notre offre, c'est-à-dire qu'on fait du courtage en assurance, en financement, on fait de la gestion évidemment, il y a le service, donc vous avez toutes les personnes qui font de la gestion qui sont là ce soir. On essaye d'accompagner nos clients au maximum pour valoriser leur patrimoine, pour que vous puissiez avoir, vous, une visibilité sur comment investir, comment transmettre. Alors, on a une notaire de Cabreton qui est là dans la salle, que vous reconnaîtrez, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un notaire officiellement dans les Landes. Je fais des tas de soirées en France où on a des notaires qui ont le droit d'être là, mais dans les Landes, la Chambre des Landes ne veut pas qu'on fasse de publicité spécifique. Donc, enfin, vous la reconnaîtrez, on fera en sorte que vous puissiez la reconnaître. Mais voilà, donc il y a plein de conseils que vous pourrez avoir. Ce qui est important dans ce genre de soirée, c'est que vous puissiez échanger, poser toutes les questions. Si nous, on ne sait pas répondre, on fera en sorte de pouvoir vous apporter des réponses par la suite. Mais Nicolas va, surtout, c'est lui le spécialiste. Donc, il y a des solutions. Même si on voit qu'actuellement la politique du logement en France n'est pas favorable, il n'y a pas une vraie politique du logement, il n'y a pas une vraie politique d'investissement, les investisseurs privés sont un peu stigmatisés. Le statut du bailleur privé, on en parle, il y a enfin peut-être une piste qui a été actée la semaine dernière, mais ça reste encore un peu nébuleux. Mais il y a quand même des choses, ils sont en train de prendre conscience que ça ne peut pas durer comme ça. Donc voilà, donc ce que j'espère, c'est que ce soir, en repartant d'ici, vous en saurez un peu plus, et vous serez un peu moins perdus. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez des questions, posez-les ce soir, parce que j'espère qu'on pourra répondre à tout. Mais voilà, donc merci de votre présence, parce que sortir un 21 novembre
par ce temps-là, c'est pas évident. Donc, il y a un pot à la fin et pour que ça soit un moment convivial. Donc merci à tous de votre présence. Merci. Merci Guillaume, merci aux équipes. Alors je me présente, je m'appelle Nicolas Baraillet. J'ai un peu d'accent et des fois je parle un peu vite. Alors n'hésitez pas à m'arrêter. On va parler ce soir alors hop, non, pas trop vite. Déjà je remercie Guillaume de son invitation. Aujourd'hui, Orpi, un volet patrimoine, mais aussi à plusieurs, services en interne et donc, Nico, nous, on est un cabinet à gestion de patrimoine. Donc si vous voulez bien, au début, je vais vous présenter qui on est. Après, on va discuter un peu sur le projet de loi des finances et peut-être les solutions qu'il peut y avoir, dans les semaines à venir à mettre en place pour optimiser votre situation. N'hésitez pas, à un moment, si vous avez des questions aussi, à me le dire, à lever la main si vous voulez ou à faire un point. Donc nous, on est partenaire avec Orpi depuis quasiment 3 ans, je pense, sur la France entière. On rencontre leurs clients au sein des agences ou lors d'événements de ce type-là pour parler de finances, d'immobilier, de prévoyance et pouvoir permettre aux gens de mettre en place des solutions par rapport à des objectifs de vie. Qui on est, ce qu'on fait, nous, à la base, pardon, on est une plateforme de pédagogie financière. C'est un mot qui est un peu à la mode. On essaye d'amener du contenu aux gens pour prendre en main leurs finances personnelles. Vous avez, je pense beaucoup d'entre vous de l'assurance vie. Pourquoi vous l'avez mis en place? C'est quoi les conditions? Ça, c'est du sujet qu'on vous explique pas forcément. Donc le rôle qu'on a un peu pris nous, c'est de vous expliquer et d'essayer d'éduquer les gens là-dessus. Et une fois qu'on a éduqué les gens, beh, c'est de leur permettre de mettre en place des solutions. L'éducation, mais c'est la plupart du temps sur les réseaux sociaux. On en parlait juste avant, ça peut être sous forme, d'articles, de vidéos, de posts. On a un site internet dédié. J'ai une newsletter que je vais animer, 1 fois par semaine sur des sujets assez précis et on a des gens qui viennent échanger avec nous, WhatsApp, Facebook, plein de différents sujets. Et après, on est un cabinet classique de gestion de patrimoine où on va parler de différentes solutions. Donc admettons, vous voulez préparer, transmission, succession, retraite, prévoyance. Bah, l'immobilier, assez classique, on est tous réunis ce soir parce que, à un moment donné, vous avez contacté Orpi à ce sujet-là. La SCPI, donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais on pourra l'évoquer. Tout ce qui est financier, assurance vie, PER, défiscalisation, tout ce qui est Girardin, on en parlera ce soir. Tout ce qui est GFF, est-ce que ça parle à certains, l'acronyme? Pas du tout. La forêt, pas plus, pas moins, voilà. GFV, le vignoble. Voilà, on aime bien en France avoir des acronymes. Et en diversification, donc l'investissement dans les sociétés. Je sais que Guillaume n'aime pas trop le mot en anglais. Et le vin. Ah, ça parle à tout le monde. On comment? Exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà investi dans du vin? Ça parle? Pas du tout. La rentabilité est plutôt intéressante. En moyenne, c'est 7 par an. Alors, faut pas se tromper de cuvée et de région, hein, c'est toujours la même chose et puis il y a eu des moments où le Bordeaux, le Bourgogne comment? En ce moment. Ça dépend vraiment des moments. C'est ça qui est un peu compliqué sur le vin. C'est pas top, parce que Donald Trump s'est dit: «On va peut-être rajouter des taxes». C'est un peu le sujet. On est un peu partout en France. Donc moi, j'ai la chance d'habiter à La Rochelle, au bord de l'océan comme vous. Je suis pas originaire, mais après voilà, on est un petit peu situé partout. Donc en général, on arrive à voir les gens en moins de 2 heures de voiture. Les sujets qu'on aborde avec nos clients et avec les clients d'Orpi en général, le premier, c'est le sujet qu'on évoque ce soir, c'est réduire sa fiscalité. Chacun trouve en général qu'il paye trop d'impôts ou en tout cas que l'impôt qu'il paye est pas forcément le mieux utilisé ou le mieux fléché. Hem, mais dans tous les cas, le maître mot, ça sera, de pas forcément investir qu'avec comme seul but de réduire son impôt. C'est pas forcément le bon investissement, parce que souvent on peut faire des erreurs. Le second, c'est avoir des revenus complémentaires, à la retraite ou avant. Donc c'est des sujets qui sont liés. On sait pas trop où on va aller sur ces sujets-là. Donc la plupart des clients qu'on voit nous disent: «Voilà, j'aimerais préparer ma retraite et pourquoi pas partir plus tôt?» Et l'investissement immobilier, des fois, est une bonne solution sur ces sujets-là. Optimiser l'épargne disponible. On est un des pays européens qui est le plus épargnant, voire le plus épargnant. La plupart du temps sur des produits qui sont malheureusement mal rémunérés, livret A, assurance vie, LDD, heu, qui battent pas l'inflation, donc ça veut dire que chaque année vous vous appauvrissez. Donc ça, c'est notre rôle en tout cas, c'est de vous aider à peut-être mieux investir. Constituer de l'épargne, voilà, quand je veux acheter, mettre de l'argent de côté et anticiper les études des enfants. Bon, ces 6 sujets en général, on arrive à tenir une discussion d'1 heure et demie. Je vais vous évoquer quelques solutions. Il y a 4 slides et après on va plutôt parler du projet de loi des finances, parce que j'imagine que vous avez entendu beaucoup de choses et on pourra échanger là-dessus. Hem, le 1er point en général dans notre métier, c'est tout ce qui est construction et optimisation de patrimoine immobilier financier. Vous avez une petite pyramide et en général, c'est une pyramide qui est pas forcément,
réglementaire, mais qui en tout cas, a un biais entre chaque personne. Le premier, c'est d'avoir de l'épargne à court terme. Là, j'ai besoin d'argent de côté, comment je fais? Bon, c'est mes livrets d'épargne, mais si j'ai trop d'argent sur mes livrets d'épargne et souvent on a des clients qui viennent nous voir en disant: «J'ai mon livret A qui est plein, bah, qu'est-ce que je fais après?» Donc c'est de se dire: «Est-ce que déjà ce qu'il y a dans le livret A, c'est nécessaire?» Et en fonction de ce qui est nécessaire ou pas, on va venir arbitrer. Ensuite, l'immobilier, l'investissement locatif ou la résidence principale, tout ce qui est épargne court ou moyen terme, l'assurance vie, le PER. L'épargne boursière, je le mettrai un peu de côté sur le long terme parce qu'on parlait tout à l'heure des exportations dans le vin. Là, Musk, s'est fait voter 1 000 milliards de rémunération. C'est sûr que ça fait un peu de volatilité sur les cours boursiers. Et enfin, tout ce qui est diversification, on en a parlé, mais l'investissement dans les sociétés, dans de l'immobilier de placement et tout ce qui est vin, qui peuvent être encore différents. Tout ce qui est thématique, avoir des revenus complémentaires, en général, c'est quoi? C'est l'immobilier locatif, puisque j'achète à crédit. Aujourd'hui, on a des taux de crédit qui sont intéressants, dans nos données historiques sur les 20 dernières années. Tout ce qui est épargne retraite, même s'ils en ont parlé, il n'y a pas forcément de choses actées. Et tout ce qui est achat en nue propriété, alors là, c'est peut-être, un sujet un peu différent. Est-ce que ça parle à tous, la nue propriété et l'usufruit? Ouais, plutôt? Bon, vous êtes aguerris. On a des achats en nue propriété sur des biens, mais aussi sur de la SCPI. Voilà, ça nous arrive. Je ne parle pas de démembrement, mais vraiment d'achat directement. Donc Guillaume Martineau disait qu'on a une notaire dans la salle. C'est un des conseils que je vous donnerai dans tous les cas sur toute la réunion de ce soir, c'est d'aller voir votre notaire et pas forcément qu'à un moment donné d'achat ou de vente, mais plutôt de préparation, transmission, succession, Pacs, parce que la plupart du temps, je ne sais pas si on a des gens pacsés dans la salle ce soir, la simplicité d'aller à la mairie, voilà, on fait son Pacs. On met pas forcément en place son testament, ce qui fait que demain, s'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, il y a pas forcément de succession entre les 2. Donc du coup, on a voulu se paxer pour se protéger et à terme, c'est pas ce qui va se passer. Donc un notaire peut vous aiguiller là-dessus. Hem, le conseil est pas forcément facturé, c'est la mise en place des solutions. On peut facturer il peut facturer du conseil sur certains sujets, mais j'ai toujours tendance à dire d'aller voir le notaire parce qu'il a une vision, il doit avoir une vision de votre situation à l'instant T, mais aussi dans la projection. Vos enfants, ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, pour mettre en place juste après des donations. En fait, les audits de transmission et succession, quand on se rend compte qu'en moyenne 20 va partir à l'État, une donation faite un peu avant, ça peut être intéressant. Et en ce moment, on a des sujets de donation, puisque depuis l'année dernière, on peut donner 100 000 € à enfants, petits-enfants, à leurs petits-enfants. Et enfin, sur tout ce qui est transmission et succession, l'assurance vie. Un déplacement qu'on voit beaucoup avec nos clients, souvent en banque, pas trop chez les assureurs. Vous avez un avantage sur tout ce qui est somme versée avant 70 ans, d'un abattement de 152 500 par bénéficiaire, pas par héritier. C'est différent en assurance vie. Je peux un peu mettre, qui je veux, donc c'est vraiment totalement différent. Donc l'avantage de l'assurance vie cumulé à un audit, transmission, succession et des donations, je peux, vraiment avoir un impact fort sur mon patrimoine et une transmission qui sera pas douloureuse. Quand je dis pas douloureuse, moi ce qui me fait mal, c'est de verser de l'argent, donc qui peut être, on va dire, un peu moins cher. Et enfin, on va en parler ce soir, réduire, optimiser sa fiscalité. Ça peut réduire mon impôt, donc en gros, j'ai un appartement, j'y fais des travaux. On verra ce soir que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le déficit foncier, le doublement du déficit foncier, pour le moment, il est en place, il a été voté, sur l'année prochaine. Pinel, bon, on l'avait cité, mais on pourra en parler un exemple, ça n'existe plus. Le PER, le groupement forestier et le Girardin. Et après, j'ai tout ce qui est optimisé des revenus que j'ai déjà. Pourquoi pas le passage en meublé sur certains biens? Alors, on verra ce soir qu'il y a des amendements qui sont passés, donc pas forcément. La création de société, donc là, pareil, je reprends le rôle du notaire, SCI, SRL de famille et l'assurance vie. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur le PLF. Alors, déjà, vous vous doutez, n'est pas encore acté. Lui, c'est que, alors, on a peut-être dû se rencontrer fin mai, c'est un peu plus compliqué. On a une première lecture qui a été faite. Donc une première lecture qui a été faite à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats, mais beaucoup d'amendements, parce que sur les recettes et les dépenses, il y a eu beaucoup de choses, qui font qu'aujourd'hui, on a des prémices de ce qui va pouvoir se passer. Mais premier point, ça c'est parti au Sénat, ça part au Sénat, donc il y a une relecture, ça revient à l'Assemblée et après ça va être adopté. L'inconvénient, ou en tout cas l'avantage de la Constitution française, j'ai ce qui s'appelle l'article, 49.3 qui peut être mis en place ou l'ordonnance. Donc ça veut dire qu'en plus de ce qu'on se dit aujourd'hui, donc il y a des amendements qui ont été votés, adoptés, l'État a encore la main pour modifier les choses. Donc on va essayer d'être le plus clair possible sur ce qui a été voté et qui a l'air de faire consensus, qui a l'air.
Mais enfin, m'en veuillez pas si, fin décembre, les choses qu'on a vues ce soir seront pas forcément effectives. C'est un point aussi que je veux vous dire, hem, on va essayer de plus en plus, nous on le fait en tout cas quand on voit des clients, au sein des agences, de faire des journées au sein des agences pour vous recevoir et essayer de vous expliquer, peut-être les grands mouvements fiscaux et en début d'année, on refera une journée à l'agence, soit à Cabreton, soit à Soustons pour vous recevoir et peut-être mettre à plat votre situation et vous dire: «Voilà, attention, au lieu d'attendre mai la déclaration fiscale, voilà ce qui change, voilà l'impact, voilà ce qu'on pourrait mettre en place». Donc c'est un projet de loi, c'est pas encore une loi. Les navettes parlementaires, le vote, il s'est attendu fin décembre, parce qu'il y a quand même un budget, à l'Europe, qu'il faut rentrer derrière. Des mesures qui peuvent être modifiées, supprimées ou retardées et le gouvernement qui a encore la main parce que même si, notre premier ministre a dit qu'il ne le ferait pas, il a dit qu'il ne serait pas de nouveau premier ministre, il l'est, donc on sait jamais. En immobilier, premier point qu'on a vu, c'est un abattement sur le micro-foncier, donc la déclaration française micro-foncier et régime réel, qui passerait de 30 à 50. Donc ça, le premier point, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour vous. Ça veut dire que vous déclarerez, peu de charges et l'avantage, c'est que vous montez un abattement. Ça rejoint, en fait, l'abattement du loueur meublé non professionnel. Voilà, ni plus ni moins. S'il y en a après qui veulent la présentation, je vois que vous prenez des notes, n'hésitez pas à me la demander. Il y aura un QR code, je vous l'enverrai par mail. Donc ça, c'est un avantage pour vous, on passe de 30 à 50. Le déficit foncier, toujours 10 700 € par défaut, sauf que pour les travaux de rénovation énergétique, on monte à 21 400. Donc ça, c'était déjà le cas cette année. Il y a un vote, en tout cas, sur les amendements pour que ça continue. Mauvaise nouvelle, en partie, sur la location meublée ou au régime réel. Donc pareil, on a le micro BIC et le régime réel. Ça parle à tout le monde ou pas du tout? Avant, en tout cas aujourd'hui, pardon, si demain la loi passe, vous amortissiez l'immobilier, pardon, avec des normes. Le sol, les murs, le plafond et en fait, en moyenne, on va prendre une moyenne, on ne peut pas amortir le terrain, donc 15 en moyenne et donc j'amortissais cet immobilier sur 25 ans, ce qui faisait une moyenne de 4 sur 85. Là, on va passer à 2 sur 80. Donc ça rallonge la durée d'amortissement, mais dans le texte d'amendement, il ne parle ni des travaux ni du mobilier. Donc j'ai toujours en fait un peu cette main où je peux dire si je fais des travaux, il faut avoir une durée, d'amortissement de travaux un peu différente. Donc il y a un impact, oui, mais compte tenu aujourd'hui des taux, par exemple, de crédit ou des charges que vous pourriez avoir, vous n'aurez peut-être plus de report d'amortissement, mais il y aura potentiellement toujours une neutralité des revenus. Et en suivant, le statut du bailleur privé, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs qui veulent le faire, en mon sens. Et dernier point sur la location meublée, de ce qu'on voit, ça serait plutôt à partir des investissements de maintenant. Ça rentrerait pas en compte sur les investissements passés. D'accord? Donc, vous achetez au 1er janvier 2026, vous êtes plutôt sur ce statut-là. Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait pas de rétroactivité, pour l'instant. N'hésitez pas si c'est pas clair, hein. Donc micro-foncier, vous connaissez, je loue mon appartement sans meubles. Avant, j'avais 30 d'abattement. Demain, ça sera 50. Voilà un petit peu les amendements qu'on a vus. C'est les mêmes conditions sur les 15 300 €, et le but, c'est que ça se rapproche du loueur meublé non professionnel. Donc qu'il y ait plus, cette disparité entre je mets des meubles ou je mets pas de meubles. La bonne nouvelle pour les bailleurs, c'est ce que je vous disais, le déficit foncier qui est doublé en cas de travaux de rénovation énergétique, et qui serait prorogé en 2026 du coup. Donc le régime micro-foncier devient un peu plus attractif que ce qu'il était déjà. Donc voilà, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que je fais une déclaration 2044 classique ou est-ce que je fais du micro? Parce que ça va beaucoup plus vite. Autre point, le lourd meublé, je vous l'ai dit, donc avant, j'amortissais mon immobilier hors terrain, mes travaux, mon mobilier. Demain, j'aurai un plafond en tout cas, de 2 par an sur l'immobilier. Sur les travaux et sur le mobilier, ça ne changerait pas donc c'est un peu à la main aussi de votre comptable de définir avec lui, mais il y a un impact, oui, mais qui est tout de même mesuré. C'est demain. En fait, aujourd'hui, vous avez une réserve d'amortissement. En général, un loueur meublé, quand vous démarrez, à moins que vous ayez une très forte rentabilité locative, au-dessus de 8, et là, vous consommez tout votre amortissement. Mais en général, on est plutôt entre 5 et 7. Donc les charges plus l'amortissement, pardon, font que vous avez un déficit. Ce déficit, je ne peux pas le reporter sur mes revenus en loueur meublé, donc je stocke ce déficit. Demain, l'impact serait qu'il y aurait pas de déficit. Donc selon vos charges, selon votre rentabilité, il y aura un impact potentiel. Mais la plupart du temps, sur, nous, les clients qu'on a,
je dirais qu'en 2/3, il y a un impact qui est, qui est pas limité, il y a pas d'impact, en fait. Sauf que c'est beaucoup plus long, on part sur 40 ans, en fait, hein. Et là, c'est un peu la particularité, sur le PLF, le statut du bailleur privé. Donc, il concerne les logements neufs et les logements anciens avec travaux. Il faudrait y faire 20 de travaux. Ils nous ont pas parlé de zone, ils parlent de zone par rapport au loyer. Donc vous avez 3 types de loyers: loyer intermédiaire, social et très social. D'accord? Donc le très social, faut s'accrocher. Hem Et en fait, on aurait de l'amortissement, un peu comme tout à l'heure je vous ai dit, le loueur meublé, on passe à 2. Là, on passerait sur une base de 80 de la valeur du bien. Donc j'achète 200 000, je peux amortir 80 000 et selon le loyer que je vais faire, j'ai plus ou moins d'amortissement. Il faut que je respecte mes plafonds de loyer, mais c'est des plafonds de loyer, Pinel, si vous en avez entendu parler, ou classiques en de Normandie. Donc les loyers, on a un exemple après à Bayonne, le loyer est à 550, mon plafond est à 530. Donc j'ai pas un écart qui est vraiment très fort, sauf à Paris où là, j'ai un écart qui est conséquent. Je peux pas louer un membre de ma famille, hein, donc ça par contre ça change, et je dois m'engager à louer 9 ans. Mais par contre, l'avantage de ça, c'est que je vais avoir de l'amortissement. Cet amortissement, en fait, va me permettre d'avoir un déficit foncier, et ce déficit foncier me génère une réduction d'impôt. Est-ce que là, ça paraît clair ou pas? Oui? L'ancien et le neuf, excuse-moi, l'ancien et le neuf. En fait, je sais pas si on le voit bien marqué, l'ancien rénové, donc il demande 20 de travaux. Donc demain, vous achetez un appartement 80 000 €, bon, mais il faut faire, 20 de travaux, et c'est l'enveloppe globale après qu'ils vont prendre. C'est 8 000, j'ai écrit. Ah, c'est 8 000. 8 000, c'est le plafond d'amortissement. Oui, alors ils ont au début, c'était 10 000. Ouais, au début, c'était 10 000, après ils sont passés à 8 000. 2 biens par an, 300 000 €. 2 biens, 300 000 €. Mais bon, on là-dessus, 8 000, ça commence à faire, hein. Ça veut dire, si alors, quand on fait nos calculs de rentabilité sur, l'ancien, donc c'est 3 dans l'intermédiaire, 4 dans le social, 5 dans le très social, la plupart du temps, quand on regarde, c'est toujours plus intéressant de louer à l'intermédiaire. Parce que le très social est vraiment très bas. Donc du coup, en fait, l'écart d'impôt ne compense pas l'écart de loyer. Et il y a autre chose, c'est qu'après, quand je veux sortir de mon dispositif, beh, si j'ai mon bail en cours, il peut y avoir un sujet. Donc aujourd'hui, le loyer intermédiaire semble le plus adéquat. Mais neuf ancien, alors ça pareil, ça a été voté le 15 novembre. Donc ça date, il y a moins d'une semaine. Mais ça a l'air de faire consensus, en tout cas, entre le ministre du Logement, donc le gouvernement, les sénateurs et les députés. Donc aujourd'hui, on s'orienterait vers ça. Sur un investissement immobilier, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du Dorobien. Ça parle à certains. La mécanique d'amortissement ressemble. Donc du coup, c'est un produit qui est plutôt intéressant. Mais à l'époque, le Robien recentrait, on n'avait pas cette typologie, d'amortissement par rapport au loyer que je faisais. J'avais le Robien ou le Borloo populaire. Donc, je vous cite toujours des noms de ministres, mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que ça parle du neuf et de l'ancien. Parce que vous le savez, je ne sais pas si vous regardez les chiffres, on a eu 80 de ventes en moins dans l'investissement dans le neuf sur la dernière année. Il y a eu un impact, depuis une semaine, vous avez entendu, on a des milliards d'euros de TVA qu'on ne voit plus. Bah, il y avait 20 de TVA dans le neuf. Peut-être que ça s'explique, hein, donc voilà. Et donc on relancerait l'achat dans le neuf, mais aussi on ouvrirait l'achat dans l'ancien. Donc on ne ferait pas une loi que sur le neuf, ce qui pour moi est plutôt intéressant, puisqu'on peut viser, de l'hypercentre, on peut viser du centre-ville, et aujourd'hui, on garderait les zones A, B1, A bis, B1, B2, C, mais pour l'instant, je ne vois pas d'amendement qui dit: «Je ne peux pas le faire en zone C». Il parle juste que les loyers doivent correspondre aux zones. Donc l'avantage, c'est que je peux le faire partout en France. Alors, partout, faut que ça se loue, hein, mais parce qu'il faut le louer dans les 12 mois, suivant la fin, des travaux ou de la construction, mais ça va permettre de dynamiser l'immobilier. Je sais pas si vous avez des questions sur ce sujet-là? Je pourrais vous envoyer des simulations si vous voulez que je dois faire, qu'on va faire là, mais alors, comme je vous dis, si on a bien compris, parce que s'il y a des amendements de partout, sur un T2 dans le neuf à Toulouse, donc bon, à 220 000 € avec 636 € de plafond de loyer, j'amortis 6 160 parce que je prends en compte mes frais de notaire, et l'impact sur 20 ans, c'est un déficit foncier moyen de 5 000 € par an. Si je prends en compte une TMI de 30 donc pareil, quand je 0, 11, 30, 41, 45, j'ai un impact fiscal annuel de 1 500 €.
Donc tu fais une économie de 31 000 € plus pas d'impôt sur mes revenus fonciers. Donc pas d'impôt et pas de prélèvements sociaux. Donc l'avantage à notre sens, c'est que ça revient à faire un mix entre l'immobilier nu et l'immobilier loueur meublé amortissement. Et du coup, j'ai pas d'impôt sur mes revenus et en plus de ça, l'avantage du nu, c'est que je génère un peu de réduction fiscale. Donc le statut du bailleur privé, nous paraît une opportunité, s'il reste en l'état comme ça, parce qu'en plus, il encadre l'ancien. Il permet de faire de l'ancien avec des travaux et la plupart du temps, les biens avec, 20 de travaux, ça peut aller assez vite. Enfin, je dis ça peut aller assez vite, menuiserie, changement de système de chauffage. Le Véran de Normandie, il est un peu plus gourmand en termes de travaux. Il demande, 25 de l'enveloppe globale, donc ça fait quasiment 33 du bien. Mais ça nous permet d'avoir des biens qui sont rénovés et qui aussi collent aux conditions de location par rapport aux normes énergétiques. Vous savez, les DPE G, F et E, dans le temps, vont être amenés à avoir une exclusion de location. Hem, alors, bonne ou mauvaise nouvelle, il y en a plusieurs. Donc, on parle sur les amendements, d'avoir le service personne qui serait abaissé à 10 000 €. Ils augmenteraient le plafond Coluche, donc c'est les dons aux associations à 75 à 2 000 €. Point qui est plutôt alors négatif, oui, pour les personnes qui versent des pensions alimentaires à des mineurs. Avant, vous les déduisiez de vos revenus. Bah, là, ça serait plus le cas. Donc, vous les verseriez, mais elles seraient imposées. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de alors parents, ma mère, je vais pas il y a beaucoup de jeunes. Comment? Ouais, mais c'est surtout qu'avant, il y a des alors plutôt c'est les parents, les papas, qui ne payaient pas les pensions. Alors quand ils les payaient, ils les déduisaient. Là, ils déduiront plus. Je suis pas sûr que ça aide, quoi. Donc c'est un peu compliqué ça, à mon sens. C'est compliqué. Il y aurait la réduction alors ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle. La réduction d'impôt pour les frais de scolarité. Donc vous savez, école primaire, collège, lycée, il y avait des réductions d'impôts. Il y en aurait plus. Bon, les crédits d'impôt, l'information des dirigeants, c'est toujours pareil, c'est pas une bonne nouvelle. On va pas non plus se morfondre. Il y a la fin de l'IFI annoncée et il y aurait l'impôt sur la fortune improductive. Alors, fortune improductive, c'est compliqué à expliquer parce que ça veut tout dire et rien dire à mon sens. Mais je vous ai fait un tableau à la rigueur. Alors j'ai mis un yacht derrière parce que les yachts sont alors je parle de yacht, alors après on parle de bateau aussi, hein, donc malheureusement. Hem, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passerait demain. Immobilier locatif aujourd'hui imposé, demain ça le serait plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. L'avantage de l'immobilier locatif, on aurait une exclusion parce qu'en fait, vous générez des loyers. Pour eux, c'est de la production. La résidence principale, vous aviez un abattement. Demain, il y aurait une exonération jusqu'à 1 000 000. Donc bon, une vision un peu différente, mais pourquoi pas. La résidence secondaire, imposée, toujours. Les locaux vides et vacants, imposés. Et alors, SCPI, SCI, elles passeraient non imposées si productifs. Je j'ai pas de SCPI qui sont pas productives. Ça parle à tout le monde, SCPI? Alors SCI, société civile immobilière, vous devez tous connaître, entre moyenne 2 et 99 personnes, la plupart du temps pour acheter un bien. Et dedans, j'ai des comptes de société, donc je peux avoir de la trésorerie d'entreprise, un peu comme une société classique. La SCPI, on va dire que c'est une SCI boostée, XXL. Là, je vais acheter avec des milliers de personnes et je vais acheter des milliards d'immobilier. C'est pas moi qui gère, hein, c'est une entreprise qui gère et du coup, je vais acheter, pas mal d'actifs. Donc la SCPI, c'est une très grosse SCI, ouais. Mais la plupart du temps, j'en tire des loyers. Je pense que, quand ils disent si productif, c'est que, ils parlaient peut-être des trésoreries d'entreprise. Et là, en disant, beh, si vous stockez de l'argent dans une SCI à l'impôt sur le revenu, beh, si ça remonte, il peut y avoir un impact. Comment? Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, s'il y a une question. Liquidité assurance vie fonds euros. C'était pas imposé, ça le serait. Alors pareil, l'assurance vie en fonds euros, mais pas en unité de compte. Dans vos assurances vie, vous avez, 2 grandes, on va dire, 2 grandes cases. Heu, le fonds euro, qui est garanti en capital, qui est garanti sur les rendements et les unités de compte. En unité de compte, je peux tout mettre, des ETF, des SCPI d'ailleurs, des choses comme ça, des sociétés, de placement. Donc la part unité de compte ne serait pas imposée, la part fonds euro, elle, serait imposée. Les crypto-monnaies n'étaient pas imposées, elles le seraient sur ce bien-là. Les biens pro, non et les objets de luxe et c'est là où on est un peu plus surpris, c'était pas imposé. D'ailleurs, il y avait pas mal d'investissements, sur les objets de luxe. Là, ça le serait et il parlait des yachts aussi. Donc c'est pareil, un bateau, je peux le louer, donc est-ce que quand je loue, il est pas imposé? Si je loue pas, il est imposé? Donc ça aussi, c'est un peu compliqué aujourd'hui, on n'a pas les textes d'application. C'est pas encore définitivement voté, mais le but annoncé, ça serait de taxer les ultra riches
Mais pour l'investisseur immobilier qui était à l'IFI par rapport à son investissement d'immobilier locatif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que du coup, les appartements en sortiraient, si vous étiez à l'IFI à cause de ça, vous n'y seriez plus. Ça vous paraît, clair? Comment? Ah, c'est pas moi qui fais les lois. Oui, pour certains postes. Il y en a alors si on pouvait prendre ce qu'on veut, ça serait intéressant, mais, heu, Une SCI familiale, mais qui n'a pas de bénéfice, pas de re est-ce que les biens dedans, ils sont loués? Et il y a quoi dedans? C'est, une maison? Pour moi, c'est pas productif. Ça serait pris en compte, tout à fait. C'est vraiment le côté production, en fait. Est-ce que c'est rentabilisé ou pas? Parce qu'ils mettent si productif, à affiner par rapport au texte d'application, mais à date, quand je lis le terme de productif, c'est là où ils font la différence. Ça permettrait sinon de loger une résidence secondaire dans une SCI et de plus être imposé. Et je pense qu'ils veulent déroger à ça en disant: «Attention, que vous soyez en SCI ou pas, s'il y a pas de loyers qui sont tirés», alors après c'est pareil, quel montant de loyer? Ça veut dire quoi productif? C'est ça, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai pas les données d'application. Donc ils disent données productives ou improductives. Mais si demain ils vous disent, si vous dé enfin, s'ils vous disent louer ou pas louer, on peut faire, 1 000 € de loyer par an, c'est loué. Donc c'est là où il va falloir attendre des textes d'application. Déjà, c'est pas encore officiel, mais si demain c'est officiel, ils donneront des textes d'application. Je sais pas si vous avez suivi un moment, si vous avez dû les suivre. Ils ont parlé ils ont pas parlé, ils ont voté la prise en compte de l'amortissement dans le calcul de la plus-value et c'est les notaires qui en sont en charge. Mais je parle sous couvert des du not de notre notaire. Le délai entre quand ils ont annoncé la loi et quand ils ont eu le texte d'application, c'est pas souvent coordonné, hein. Donc là, aujourd'hui, on parle d'amendement. Demain, on parlera de texte de loi et au premier trimestre, on aura sûrement les textes d'application et là, on vous dira: «Beh, voilà, une SCI avec un bien, c'est quoi la rentabilité attendue?» S'ils annoncent pas de rentabilité et qu'ils vous disent: «Ça doit être loué à un tiers», bon, bah, après, libre à vous de louer à un tiers. Mais ça, aujourd'hui, je peux pas vous le dire. Je sais pas, il y a une Ouais, il parle du même plafond. À un moment, alors, vous avez peut-être dû entendre à un moment donné 2 millions, mais c'était sur la résidence principale et c'était ramené à 1 million. Donc pareil, il y a eu des amendements, mais je peux pas vous confirmer qu'au Sénat, ils vont enfin, vous voyez, en double lecture, ça va pas évoluer. Mais à date, le terme de productif, c'est j'en tire de l'argent d'une autre personne ou pas. Et l'objet d'art aujourd'hui, il est pas productif. Donc c'est ça où ce qui est un peu surprenant. Sur les objets d'art, il y a des points qui sont pris en compte où on est un peu surpris. Donc oui, la synthèse, bon, on est en première lecture, donc toujours pareil oui? Non non productif. Bon, déjà, demain vous achetez une Porsche, il y a le malus, je crois que Porsche a diminué ses ventes par 2 sur les 911 cette année. Mais c'est ouais, ça pour moi, c'est non productif. À moins que vous la louiez c'est toujours pareil, je vous dis à moins que, mais est-ce que demain vous la louez ou pas? Enfin, il peut y avoir des sujets comme ça derrière. Donc je vous dirais à date, une voiture de collection, pour moi, c'est non productif. C'est pas de l'art, mais pas loin. Donc première lecture, dès qu'on aura nous le texte finalisé de loi en fin d'année, on fera une synthèse et on essaiera de vous faire une fiche synthétique. On l'enverra par les intermédiaires de l'équipe d'Orpi, pour vous faire une fiche, immobilier, financier, voiture, collection, pour vraiment que ça soit, juste et que vous ayez peut-être des outils de simulation aussi. Oui, 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 parce qu'en fait, alors sur certaines parties, je pense que sur les recettes, ils sont plutôt tous d'accord. Plutôt sur les dépenses où ils sont pas forcément alignés. Donc sur les recettes, je suis plutôt, je me dis: «Oui, pourquoi pas?» L'immobilier, mine de rien, vous en entendez parler depuis un moment. Je ne sais pas si vous écoutez les statistiques, mais les promoteurs, c'est compliqué. Le marché ancien va mieux parce que, les primo-accédants, en tout cas, c'est un chiffre national de ils annonçaient ça ce matin, plus 11%. Mais sur le neuf, c'est pas forcément réjouissant. Donc, je vous dirais que sur les recettes, oui, parce que, sur en tout cas ce point de l'IFI, il y a certaines parties qui sont pas choquantes. Je vous dis que le luxe me choque, mais bon, c'est vrai qu'il y avait toujours un petit peu cette volonté par moment en fin d'année d'acheter un tableau qui valait très cher, ça permettait de déduire de son IFI, enfin voilà. Là, ça sera plus le cas. Hem, Maintenant, mine de rien, c'est quand même de gros mouvements parce que, l'art, il va en pâtir, les yachts de luxe, peut-être un peu aussi il parlait du pacte Dutreil à un moment, il y a eu un sujet là-dessus. Bon, là, c'est pas encore ligné, mais ce qui va le plus, c'est qu'il y ait du matériel non productif
il y a des gens qui logeaient des yachts dans des sociétés familiales et qui les transmettaient comme ça. Donc voilà, ils sont vigilants. Après, est-ce que demain, on n'aura pas un 49.3 en disant: «On revient au texte initial»? Je sais pas. C'est ça mon problème, il est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui paraissent claires, on est content, on n'est pas content. Il y a des sujets où je trouve il y a pas forcément de cohérence. On parle de la politique familiale et on déduit plus les pensions des revenus. Je suis pas convaincu, mais ça c'est personnel. Mais après de vous dire est-ce que ça va être voté? Bah, pour l'instant, c'est passé à l'Assemblée. Ils étaient pas forcément tous d'accord. Ils ont pas décidé de faire tomber le gouvernement et c'est pas plus mal, à mon sens, parce que comme ça, sur les marchés financiers, on n'a pas eu d'exposition. On va voir la lecture finale et voir comment ça va se passer. Mais si le gouvernement se dit qu'aujourd'hui, et en tout cas, on n'a pas eu d'écho en disant qu'ils étaient pas d'accord avec tout, bah, ça a de grandes chances de passer. Ou alors par ordonnance sur les textes qu'ils auront choisis. Et ça, ils avaient l'air alignés, l'immobilier, ils avaient l'air alignés, donc peut-être quelques points, ils le seraient pas. Alors, ouais, c'est ça qui alors, on va en parler parce qu'ils veulent réduire l'IFI dessus de 75 à 50. Donc pour moi, c'est productif parce qu'il y a des loyers qui tombent, il y a de la coupe du bois, il y a de la production. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont dissocier la forêt pure des groupements forestiers. Il y aura peut-être ça. Il faudra prouver que sa forêt est un élément de production. Parce que normalement une forêt, il y a la forêt que je détiens pour le plaisir où j'ai une cabane et OK, c'est pas productif. Mais la plupart du temps, les gros exploitants forestiers, c'est productif. On coupe du bois, on entretient, on a des plans d'exploitation sur 30 ans. Donc pour moi, il est productif parce qu'il génère des loyers, des revenus. Donc pour moi, il est productif. Mais là, ils parlent de réduire de 75 à 50. Ils ont vraiment ciblé ça. Donc c'est ça où je suis un peu surpris. Ouais, même dans un groupement forestier. Ils parlent vraiment de la forêt alors, ils parlent de la forêt, donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont arriver à dissocier à la fin ou est-ce qu'il faudra prouver que c'est productif, donc j'ai une exonération 75? Mais à date, c'est plutôt la lecture que j'en ai. Donc pas mal d'actualité. Ce que je vous propose après, c'est de vous dire un peu les axes d'optimisation, parce qu'on a parlé peut-être de 2-3 sujets. Bon, déjà, il y a 6 points clés que je voulais vous annoncer avant, c'est que la plupart du temps, pour pas, pâtir en tout cas des décisions, gouvernementales ou, de nos dirigeants, c'est la diversification. Enfin, ça c'est un conseil de base, mais, c'est toujours bon à dire. Jamais tous ses œufs dans le même panier, assurance vie, produits financiers, si j'ai des actions, pourquoi pas de l'or parce que, ça permet de contrebalancer, mais toujours diversifier. La veille et l'information, c'est ce qu'on fait ce soir. On essaiera de le faire de plus en plus par des communications, par des fiches synthétiques, plutôt claires parce que je vous avoue que lire des amendements, c'est pas forcément hyper sympa, mais, vraiment s'informer. S'informer aussi sur ce que vous avez. Je ne sais pas si vous faites un point régulier de vos placements financiers, de vos placements immobiliers, mais la plupart des réunions qu'on fait, quand des clients ont de l'assurance vie, il y en a beaucoup, il n'y en a pas un qui sait me dire ce qu'il y a dedans quand c'est dans une banque et la rémunération de l'année passée. Ça, c'est, clair-obscur. Donc, ça, on pourrait en parler des heures, mais vraiment s'informer et suivre ce que vous faites. Ensuite, les objectifs, bah, où est-ce que je veux aller? Voilà, parce que, si demain je veux transmettre à mes enfants, qu'est-ce que je peux mettre en place? Les partenaires de confiance, donc on parlait d'Orpi, qui ouvre des solutions annexes. Alors peut-être Guillaume Martin n'en a pas parlé, mais vous avez aujourd'hui tout ce qui est, courtage en assurance de prêt qui rentre au sein des agences, des choses comme ça. Vous pourrez aller voir les agences et avoir du conseil, du service et de l'optimisation sur vos placements. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est, peut-être, décembre, 1er trimestre, on peut se rencontrer, vous pourrez rencontrer les équipes Orpi, faire un point de votre situation et voir les axes d'optimisation. Pour moi, il y a 2 types d'optimisation qui existent, c'est j'optimise ce que j'ai déjà, donc normalement ça ne doit pas me coûter grand chose puisque ça m'appartient déjà. Je paye, si j'ai un prix immobilier, j'ai une assurance dessus, la délégation de l'assurance, c'est ni plus ni moins qu'avoir la même chose en payant moins cher. Compliqué de dire non, en général. Et j'optimise en investissant. Ce qui est différent, du coup, ça veut dire que je mobilise du capital ou de la dette. Ensuite, la patience et le long terme, on le voit là, je ne sais pas si certains d'entre vous, ont investi dans des actions. Si Trump éternue demain, ça peut faire +10, s'il est content, ça peut faire +30 et s'il envoie un tweet à Musk, ça fait -40. Donc c'est des fois un peu compliqué à suivre, mais dans le temps, c'est plutôt rentable. Il faut avoir du temps. Et les conseils professionnels, je rebondirai sur alors nous, on est là pour vous conseiller, mais allez voir votre notaire. Si vous en avez un de famille, souvent exposez vos situations parce que ne pas anticiper, c'est souvent mettre, les descendants ou les héritiers dans des situations qui sont pas forcément hyper sympas. Donc, aller voir son notaire, ça vous coûte pas forcément des cents et des mille et ça vous permet de tout mettre à plat. Ce que je vous propose, on a prévu quelle heure il est?
il est 20h. Je vous propose, allez, on se fait un quart d'heure, 20 minutes. Je vous parle de quelques solutions. On pourra en parler après. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et après, si vous voulez qu'on fasse un tour de questions sur tout ce qu'on a vu, levez la main, dites-moi que je vous oublie pas. Le PER, bon, vous connaissez, ils en avaient parlé, il n'y a pas d'amendement qu'on a vu dessus. Plan épargne retraite, ça reste d'actualité, ça peut être intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure du site foncier, le PER reprend la même mécanique. C'est une assurance vie qui permet une réduction d'impôt. Donc, j'ai investi 5 000 €. Si je déclare 50 000 €, demain, je suis imposé que sur 45 000 €. Donc, mécaniquement, j'ai une réduction d'impôt. Et plus je suis imposé, plus j'ai un avantage. Particularité, en tout cas, peut-être que souvent, on ne le dit pas, si j'ai une réduction d'impôt en entrée, et là, l'État en général est pas bête, et j'ai une fiscalité en sortie. Il ne va pas vous donner qu'un avantage. J'ai mis 5 000 € avant ma retraite. À ma retraite, si je les retire, si j'ai pas changé de tranche, je suis toujours imposé à 30%. Là où il faut être vigilant, c'est que l'argent n'est pas facilement débloquable, que des cas particuliers qu'on n'a pas envie de vivre, décès du conjoint, des choses comme ça. Donc c'est un déblocage à la retraite. La forêt, on en parlait tout à l'heure, le groupement forestier. Alors, on a de plus en plus de... Ça va, un peu vert. Oui. La retraite, c'est quand? Peut-être, je veux dire, c'est officiel ou Ah, non, quand vous débloquez à votre retraite, quand vous allez en retraite, quand vous dites officiel, c'est l'âge pivot, c'est l'âge de départ. Parce qu'il va falloir prouver que vous êtes à la retraite. Et du coup, ça débloquera la situation. Il parlait même de forcer le déblocage global, parce qu'avant, on peut sortir en rente ou en capital. Et là, ils disent plutôt, ils voudraient faire tout déboucler en même temps. Sur les amendements qu'on a vus, qu'ils ont évoqués, excusez-moi. Le groupement forestier, bon, vous connaissez tous la forêt, on va pas en parler, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. On peut investir soit en direct, et là, il peut y avoir de la gestion, parce que il y a des plans sur des dizaines d'années, plutôt 30 ans, sur les essenges que je vais planter, comment je vais les couper, la répartition. Mais l'avantage, c'est que j'ai des sociétés qui existent qui s'appellent des groupements fonciers forestiers. Je peux investir donc des parts de sociétés qui vont, elles, détenir de la forêt, en France ou en Europe. J'ai entre 18 et 25% de réduction d'impôt. Donc, j'investis 1 000 €, qui est le minimum, entre 180 et 250 € de réduction d'impôt. Et j'ai un peu de rendement. Alors, quand je dis un peu, c'est qu'en moyenne, c'est 3%. Il ne faut pas s'attendre à... le rendement, il vient d'où? Il y a un peu de trésorerie placée, puisque je suis obligé d'avoir de la trésorerie dans cette société. Il y a la coupe du bois. Et donc, selon le bois que j'ai, il a plus ou moins une valeur, selon la saison aussi, les années. Et dernier point, il y a la location des pêcheurs et des chasseurs. Ça peut paraître anecdotique, mais ils louent les forêts, donc il y a une rémunération là-dessus. Autre particularité, c'est que selon la forêt que j'ai, elle peut prendre elle-même de la valeur. C'est comme si vous achetiez vous-même de la forêt, si demain vous avez une forêt de chênes et que le chêne prend de la valeur, mécaniquement, votre forêt peut en prendre aussi. C'est un peu la même situation. Pareil, si ça diminue, ça peut diminuer aussi. Pourquoi en général c'est intéressant de faire des groupements forestiers? Je répartis le risque. J'ai une assurance contre tout ce qui est, comment ça s'appelle? On va dire la maladie. Pas une vraie assurance, mais une assurance par rapport aux essences de bois. C'est le seul point que je peux pas garantir, la maladie dans le bois. Par contre, le feu, oui, il y a des garanties sur les groupements forestiers. Et la maladie, en fait, ça me permet de mutualiser par rapport aux essences de bois que j'aurai. Et je peux avoir en France et en Europe. Durée de détention 5 ans et demi, on en parlait rapidement. Le PLF prévoit une exonération d'IFI qui passerait de 75 à 50%. Là, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Du coup, je diminue l'avantage qu'il aurait. Ça, à la rigueur, c'est une solution que je vous évoque rapidement. On a parlé des SCPI tout à l'heure. En fait, là, c'est une SCPI viager qui permet une réduction d'impôt en gardant la personne qui vend une part de sa maison, de son appartement dans les lieux. Donc, vu qu'il est déjà 20h, je vais peut-être pas vous noyer dans le sujet, mais j'investis 10 000 €, j'ai une réduction d'impôt de 2 500 € et je vais détenir mes parts à minima 7 ans. Donc, là-dessus, en fait, c'est ni plus ni moins que permettre à un senior de pouvoir rester dans son bien. Ils vont acheter une part de votre bien qui sera un peu plus valorisée que le prix qu'il achètera. Donc, 200 000 €, admettons, si la part vaut 20 000, ils vous donnez un peu plus de parts, ce qui permet la rentabilité derrière. Je vais vous en parler et vous envoyer un petit document. Le Girardin est beaucoup plus simple à expliquer. Le Girardin, placement dans les dom-toms. Je vais investir de l'argent dans un actif qui est un actif réel, en fait. Donc ça veut dire quoi? J'investis dans une société qui va aller acheter un tracteur à Martinique qui le met en location. Donc là, jusque-là, c'est hyper clair, j'espère.
Et vu qu'on fait ça, en fait, l'État s'achète un peu une paix sociale. Elle permet une réduction d'impôts. Donc, je vous explique. Si demain, vous investissez 10 000 €, d'accord, la rémunération moyenne est de 10%, ben, l'année qui suit, c'est l'État qui vous fait un chèque de 11 000 €. Vu que c'est l'État qui vous fait un chèque, ces 1 000 € ne sont pas fiscalisés. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Attention pour autant, on n'en a pas toute l'année, puisque comme je vous disais, c'est une société qui achète du matériel. Ben, si les exploitations agricoles en Martinique ont besoin que de 10 tracteurs, on ne peut pas en acheter 20. L'argent que vous mettez dans la société, il a fond perdu. Ce que je veux dire, c'est que l'État va vous donner 11 000, mais les 10 000 € que vous aviez dans la société, à la fin, le matériel est revendu à l'euro symbolique. Donc, la société est liquidée, vous n'avez plus rien à voir là-dedans. Et c'est un produit qui peut être intéressant. Mais comme tout produit intéressant, il y a eu des arnaques. Des produits qui n'existaient pas, des voiliers solaires dans les dom-toms qui ont jamais été, qui ont jamais eu lieu. Donc, nous, on travaille avec 2 partenaires qu'on vous a cités, Ecofip et Interinvest. Ce sont 2 très gros acteurs qui ont été garantis sur les produits d'investissement, qui ont plus de 30 ans d'existence pour l'un et 20 ans pour l'autre. Et il n'y a pas eu de requalification fiscale. Nous, notre sujet, il est là, en fait. Ces points particuliers, c'est de faire en sorte que vous soyez protégés. Donc, il y a des Girardins où on n'a pas 10% de rémunération, mais 30. Ils sont pas garantis. On ne sait pas où va l'argent. Donc, vu qu'on est assez vigilant, on préfère vous dire en moment de l'année, on n'a plus de solution, que vous mettre sur une solution qui nous paraît pas optimisée ou en tout cas dangereuse. Ça, c'est les garanties. Le déficit foncier, tout le monde connaît peut-être. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Ça parle à tout le monde. Oui. Je vous explique la mécanique rapidement, puisqu'on a parlé du doublement et on parlera à la fin du de Normandie. Le déficit foncier, c'est ni plus ni moins que faire des travaux dans un bien que je détiens ou dans un bien que j'achète pour ça. L'avantage que j'ai par rapport à ça, c'est que je peux aller jusqu'à moins 10 700 de déficit foncier. Si vous avez 20 000 € de revenus fonciers, vous pouvez faire 30 000 € de travaux. 20 000 moins 30, ça fait moins 10 000. Donc ça, c'est l'avantage. Là, vous avez un cas de quelqu'un qui déclare 80 000 € par an, 10 000 € de revenus fonciers. Il paye quasiment 14 000 € d'impôts. Donc 12 400 plus 1 700. Avec le déficit foncier, donc il va faire ses travaux plus 10 700 de déficit foncier, donc 20 000 € de travaux. Il aura 6 200 € d'impôts, donc il a une économie de quasiment 7 800 d'impôts sur le revenu. Donc ces travaux lui coûtent plus que 13 000 € en fait. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Si j'ai plus de travaux que 10 700 et que c'est pas des rénovations énergétiques, c'est pas perdu, c'est décalé dans le temps. Mais ils me permettent pas de faire du déficit, ils me permettent juste de ramener à 0 mes revenus fonciers. Le loueur meublé, donc, c'est prendre un bien et le passer en location meublée ou acheter un bien qui est directement en location meublée. Le but, ça va être de se dire, je vais en fait geler les impositions sur mes revenus locatifs. On est en pleine période de PLF, je vous l'ai dit, le 2%. Donc aujourd'hui, nous, on a des simulations où on est plutôt sur de l'amortissement à 4. Donc aujourd'hui, le loueur meublé peut être intéressant, mais vigilance. À partir du 1er janvier, il y aura forcément une évolution. Donc voilà, le loueur meublé, je vous enverrai une fiche synthétique à partir du 1er janvier pour vous dire, voilà, en fonction de vos revenus et de votre rentabilité, c'est intéressant ou pas, avec peut-être un simulateur. L'un des derniers points que je voulais aborder, c'est le de Normandie. Est-ce que ça parle à tout le monde? Mis à part le nom du ministre. Chaque ministre en général a un dispositif à son nom. L'ancien, donc je vous ai parlé du statut du loueur meublé. Le de Normandie, c'est de se dire, je prends un bien, j'y fais au moins 33% de travaux, donc 25% de l'enveloppe globale, et du coup, j'ai une réduction d'impôt. D'accord? Exactement comme le Pinel, 2% par an, de 0 à 6 ans et de 6 ans à 9 ans. Et de 9 ans à 12 ans, c'est 1% par an. Donc on a pris un cas d'enveloppe, 100 000 € de biens, 34 000 € de travaux, mes frais de notaire, une enveloppe à 141 500, donc 2 830 € de réduction d'impôt. Le de Normandie, lui, par contre, a un zonage. Je peux pas le faire partout en France. Donc, Bayonne, à côté, est éligible. Je peux faire du de Normandie à Bayonne. Malheureusement, je peux pas le faire à Cap-Breton, mais je peux le faire à Bayonne. Donc, il y a certaines villes qui sont éligibles. Le deuxième point, je peux pas faire plus de 300 000 €. Et la condition que j'ai derrière, c'est qu'ils veulent que j'ai un DPE qui soit, alors ils disent eux, mais nous on conseille plutôt du D compte tenu dans le temps des conditions de location, que je fasse 2 des 5 travaux, donc changement de système de chauffage, changement de système de production d'eau chaude, isolation des murs extérieurs par l'intérieur, isolation des fenêtres, donc changement des menuiseries, pas plus, pas moins, et isolation des combles. Quand je suis dans un appartement, c'est pas hyper pratique, donc celui-là en général, je peux pas forcément le faire. Je vous parle pas du plus 1% en performance énergétique. Je sais pas si j'ai des diagnostiqueurs dans la salle, mais
c'est un peu compliqué de s'engager sur ça. Alors que sur 2 des 5 travaux, c'est assez simple. Je change ma chaudière, je change mes menuiseries, je suis pas embêté. On a pris l'exemple d'un appartement d'un Bayonne, pardon, je suis désolé, la qualité de photo est pas top. On est sur un appartement de 38 mètres carrés. Alors j'ai visé de l'hypercentre, je te dis pas que, c'est peut-être celui-là sur lequel il faut aller, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'achète 159 000 €. Il était classé en classe énergétique, je crois F. Je fais 52 000 € de travaux dedans, j'ai mes frais de notaire, donc une enveloppe de 220 000 €. Bayonne en de Normandie, c'était 532. Mon loyer marché, c'est entre 550 et 600. Mon effort sur la location, il est pas énorme. Par contre, beh, le cas de la location nue à gauche, c'est que j'aurai 6 380 € de loyer par an. Je vais avoir un crédit, une taxe foncière, des charges, une gestion locative. L'assurance est pas bonne parce que j'ai demandé trop tard. On est sur une 60-70 € au sein des agences Orpi. Donc j'aurai un avantage en plus fiscal de 4 000 €, donc l'appartement, il va me coûter 3 200 €. Ce que je veux vous dire, c'est que vous achetiez cet appartement en location nue ou de Normandie, si vous l'achetez à Bayonne, vous seriez en location nue, mais votre participation, on le voit, 6 300 €, 14 000 €, elle serait quasiment de 8 000 €. Vous le dites juste que c'est du Normandie, vous économisez 4 100 € d'impôts par an. Donc ça peut être intéressant aujourd'hui de se dire: «Je vais sur un bien dans l'ancien que je vais rénover», parce que, à la différence du neuf, sans critiquer, le neuf, souvent certains biens d'investissement n'étaient pas forcément hyper intéressants parce que éloignés du centre-ville ou de l'hyper-centre-ville, et quand je fais du neuf, je fais forcément du parking, des sous-sols et des normes différentes. Je suis en A, donc au coût de construction il est plus cher et au coût de vente il est plus cher. Là, l'avantage de l'ancien, c'est que je maîtrise mon prix d'ancien. Je peux aller sur des biens qui ont des classes énergétiques un peu inférieures, ce qui me permet aussi d'avoir aujourd'hui des travaux qui, avec un package, qui soit plutôt cohérent. À quel moment? À la sortie du bail? Ben là, en fait, vous avez un écart, qui est de Si on veut repasser, normal, on va se dire. à la sortie du bail, faut être vigilant sur ça. Mais vous aurez encore un écart. Ouais. Ah oui, après, on est d'accord. Ah non, non, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Là, l'écart pour moi, il ouais, mais le 18 € par mois, si on parle de 18 € par mois, parce que là, c'est 18 € par mois, parce que 532, 550, mais il est largement compensé par la réduction d'impôt, qui est de, 4 500 €. Donc on est quasiment à 380 € par mois. Ouais, enfin, à mon sens, on loue pas, 930 € un studio, dans Bayonne. Donc heu, donc là, vous y serez pas gagnant dans le t vous y serez gagnant, excusez-moi, dans le temps. L'impact est intéressant. Après, c'est sûr que si jamais le loyer est divisé par 2, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous disais l'investissement statut bailleur privé, le très social qui est quasiment divisé par 2, là, je suis pas convaincu. Et le dernier, succession, alors je vous en parle, c'est vrai que des fois sur des réunions, j'ai des notaires qui en parlent. Hem, Là, c'est plutôt prendre un point avec votre notaire par bénéficiaire. Donc vous êtes un couple, vous avez 3 enfants, mais je pourrais dire 3 personnes, bah, chacun peut donner 152 500, donc ça fait quand même 305 000 €. Le démembrement immobilier, donc toujours pareil, la donation, ça peut être intéressant de cumuler les 2. J'ai un bien en location, je peux garder les loyers, je démembre le bien, j'ai 55 ans, j'ai un abattement de 50. Je donne une valeur qui est inférieure à mes enfants. Je fais en général la donation partage pour les protéger, qu'il y ait pas de conflit. Hem, Vous avez en plus la donation qui rentre en jeu des 100 000 € tous les 15 ans, qui est toujours d'actualité. Plus tôt je le fais, plus tôt je la récupère et ça me permet d'optimiser. On en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a toujours l'abattement des 100 000 € pour, la résidence principale pour les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou neveux-nièces si j'ai pas d'enfants, donc ça, c'est intéressant. Et le lotissement forestier, j'ai mis 75 parce que c'est toujours 75, mais potentiellement 50. Donc il y a, on a vu là rapidement 8 solutions, je voulais pas vous demander dans les solutions parce que ça fait, quasiment 1 heure qu'on parle, mais dans l'idée, il y a des évolutions qui vont arriver sur le projet de loi des finances. Bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépendra des solutions et on pourra toujours avoir des axes d'optimisation. Mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que, peut-être sur l'IFI, je trouve qu'il y a un point intéressant, c'est l'immobilier d'investissement qui était souvent pénalisé et pénalisant. Particularité sur le statut du bailleur privé qui, à mon sens, va être intéressant parce qu'aujourd'hui, on le voit à Bayonne, est-ce que je fais du de Normandie ou du statut bailleur privé, ou ça peut être aussi une question. Et le seul point, ça va être l'assurance vie en fonds euros. C'est le placement préféré des Français, mais ça vaudra le coup, du coup, peut-être de se rencontrer et de se dire: «Voilà, c'est quoi votre assurance vie? Vous avez quoi dedans? Comment faire pour utiliser?» Pour peut-être faire en sorte que, si vous êtes à
un peu difficile sur l'assurance vie, comment on fait pour l'optimiser. Est-ce que ça vous a paru clair? Heureusement, comme je vous ai dit, tout n'est pas voté, donc on prend tout avec des pincettes. Je vous ai mis un QR code, c'est mes coordonnées. Je serai, au mois de décembre dans l'agence, à Cabreton et à Souston. On aura 2 jours différents et au premier trimestre, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se rencontrer une fois que les textes seront votés. Si vous avez des questions pour qu'on fasse du sur-mesure, dites-moi pendant. Alors sur quoi? Non! Ah! Alors, ils le feront au 1er janvier, faire une réallocation. Ah non, mais alors c'est pour ça que je vous dis, il faut pas le faire, hein. On le fera quand ça sera voté, réallouer pardon? Non, parce que ça va aller assez vite. Honnêtement, réallouer une assurance vie, c'est pas très long, hein. Faire une réallocation, pardon, de dire: «Je prends une partie de fonds moraux, je mets dans une unité de compte». Faut choisir la bonne, hein. Comment? Oui. À moins que votre banquier soit en vacances et il vous réponde jamais, mais c'est hyper rapide. Normalement, ça va vraiment assez vite. Donc, ne prenez pas de décision là aujourd'hui en se disant: «Potentiellement, ça va le faire». Je vous dis vraiment sur l'assurance vie, il y a pour moi, il y a pas de c'est 48 heures, 72 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ou? Oui? Sur ces projets, en fait, il n'y a aucune indication sur les loyers impayés, les garanties de loyers impayés. Parce que c'est l'issue de la guerre, on a beau avoir un droit de directeur transfo, ça n'est pas payé. Alors, je vais pas dans ces 15 heures, mais dans tous les cas, la garantie de loyer impayé, je vous l'ai pas marqué, mais oui, alors on est d'accord. Alors maintenant, il y a des évolutions sur les lois anti-squat, des choses comme ça. Dans tous les cas, nous, ce qu'on conseille sur les investissements locatifs, c'est de prendre la garantie loyer impayé, qui après prend le relais ou enfin après, si vous voulez pas la prendre, moi, nous, on le conseille en tout cas. Moi, c'est plutôt mon conseil, et pas gérer non plus soi-même. Parce que moi, me faire appeler le samedi soir pour une cumulus, ça a jamais été mon délire. Mais ça passe en charge, ça va passer en réduction. Alors, ça coûte pas des milliers, des cents, mais je trouve que, ça vous permet d'optimiser, d'être un peu plus serein. Après, je connais pas les taux d'impayés sur la zone, mais alors ça arrive, oui, mais c'est quoi ce 50 biens et il y en a un en public récemment, mais ouais, donc 1 sur 150, ça fait 0, c'est rien, quoi. Enfin, c'est rien, c'est pas rien, c'est 0,6. Pour celui à qui ça arrive, c'est compliqué. Mais même si jamais c'est 1, moi j'ai tendance à dire: «Bon, la GLI, pourquoi pas?» Oui, pardon. Marque de votre intervention, parce que votre intervention elle est très technique, très financière. Oui. Nous, on a essayé d'acheter des biens dans la région, on s'aperçoit qu'il y a des propriétaires qui vendent des biens délabrés, entretenus, à des prix qui sont hallucinants, qui essayent de le vendre. Vous qui avez l'habitude, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, je ne parle pas d'aspect politique, hein, aspect législatif, mais sur l'aspect gestion du bien. Ah, le réinvestissement, vous voulez dire sur mes loyers et mes bénéfices? Bah, pour moi, bah, c'est compliqué à vous répondre, ça dépend du bien. Déjà, quand j'achète un bien, s'il est classé G, je fais des travaux. Pour moi, aujourd'hui, d'être en A, c'est trop cher, mais du D ou du E, plutôt du D. Alors j'entends C ou D, ça me paraît pas, irréaliste en tout cas. La surperformance, elle est compliquée à obtenir. C'est un peu comme, quand je fais des travaux pour un appartement, alors, je vais pas forcément y mettre des cuisines sur mesure parce que, je sais qu'il y aura un peu de turnover et je préfère prendre en compte que tous les 5 ans ou tous les 8 ans, je vais changer ma cuisine, que me mettre une cuisine à 15 000 € et puis quand il me pète, le plan de travail en granit, ça me donc je serais plutôt enfin, d'être sur de l'intermédiaire. Le haut de gamme est compliqué, hein, en général, à maintenir parce que c'est très compliqué et à mon sens, en coût d'acquisition, ça est-ce qu'on ne surpaye pas le bien à un moment donné? Donc avoir une classe énergétique en C, peut-être en D, moi j'aurais plutôt d'idées. Mais par contre, quelque chose qui est, quand je change de locataire, la peinture, le mobilier, tout ça, j'ai plutôt tendance à dire que si moi, personnellement, j'y mettrais pas un membre de ma famille, ouais, c'est compliqué, quoi, hein. Demain, moi j'ai 4 enfants, quand je vis des appartements, il y en a, je me dis, j'y mettrais pas un pied, quoi. Donc si moi j'ai pas enfin, en tout cas, si c'est le mien, je serais déçu, après il y a des optimisations, mais en fait, ce que je gagne pas aujourd'hui parce qu'en fait, je peux faire une campagne de travaux, de me dire: «Cette année, allez,
sur ce bien-là, je fais des déficits fonciers, donc j'optimise. Mais quand je vais le revendre, il y aura un impact. Mais en fait, à mon sens, si je le laisse délabrer, de récupérer ce qui a été perdu, c'est très compliqué. Et déjà, ils ont changé, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les petites surfaces. Non, pas pour l'instant. Ils l'ont fait, vous vous souvenez, sur les petites surfaces par rapport à. Là aussi, toujours pareil, je crois que le logiciel est tombé en rade, c'était compliqué. Ouais. Sur le cumulus, la taille horizontale, verticale, mais aujourd'hui, j'ai pas eu d'écho en disant que les DPE seraient modifiés en tout cas. En fait, plus on modifie, plus c'est compliqué de se projeter parce qu'en fait, on nous dit 2034 DPE, mais il faut que dès maintenant, je sache un petit peu où je vais. Demain, je fais une campagne de travaux, il faut que j'arrive à me projeter. Donc c'est moins ils changent ça, mieux c'est, hein. Parce qu'aujourd'hui, avoir du c'est quasi impossible, je vois pas comment on peut. Mais C ou D, D à mon sens, c'est plutôt votre cheval de bataille. Ça paraît pas hyper compliqué. Oui. Mmh? Non. Bah, c'est Bercy. Donc non, en fait, on a 2 lectures. C'est de dire, mais pendant, des années, il y a 7 millions de personnes qui sont passées à la trappe et on s'en est pas rendu compte. Ça nous paraît étonnant. On savait pas s'ils avaient de l'eau, une baignoire, une douche. En fait, on va gratter tous les fonds de tiroir. Donc, en fait, on remet à jour un fichier Excel qui était peut-être pas à jour. Ça, je sais pas s'il l'était vraiment, mais non, et en fait, faut pas s'en cacher, les taxes foncières, il y a eu les taxes BC5 qui étaient pas là. Bah, du coup, il y a une forte augmentation, hein. Donc c'est un peu compliqué. La taxe foncière, ça a été annoncé là cette semaine, je crois qu'il y a 2 jours quand ils en parlaient. J'ai du mal à comprendre je crois qu'ils parlent de 7 millions de foyers même, qu'il y ait 7 millions de foyers qui sont passés à la trappe autant de temps, sur des calculs comme ça, mais il y a deux choses, il y a le calcul de la base et aussi des surfaces. Là, c'est plutôt les surfaces, l'impact des 5 mètres carrés, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Mais c'est pas une supercherie, hein. Ils ne font pas en général de blagues sur ces sujets-là. Après, peut-être qu'on reviendra sur une taxe d'habitation qui paraîtrait peut-être un peu plus logique, de payer un usage local et non pas une propriété d'un bâti, parce que normalement, c'est plutôt ça. Donc après, c'est encore des choses différentes. Non, pas du tout. Oui, pardon? C'est une question vraiment essentielle. Ah. Nico, existez-vous et le statut de société? Pardon. Alors ça fait 4 ans nous qu'on existe. Alors pour vous rassurer, il y a jamais d'argent que vous nous donnez chez nous. Donc déjà, si demain vous deviez travailler avec nous, vous ferez pas un chèque à Nico. On travaille avec des fournisseurs, donc des partenaires, des assureurs, des banques, des promoteurs, des agences. Nos statuts, alors il y en a plusieurs. On est carte de transaction comme les agents de sortie. Donc on pourrait vous vendre un appartement ou une maison. On fait pas de gestion par contre. Donc ça, c'est la particularité, nous, c'est pas notre métier. On est conseiller en investissement financier. Vous entendez souvent le terme de CGP. C'est pas réglementaire. Nous, on est CIF en fait, conseiller d'investissement financier. Je peux vous parler excusez-moi, des CPI, de vin, je peux vous parler de plein de sujets, mais c'est une étiquette conseiller d'investissement financier. Cette étiquette, elle m'oblige à vous dire mes rémunérations, par exemple. Donc ça, demain, on travaillera ensemble, vous sauriez ma rémunération sur une solution. Je suis courtier en opération d'assurance. Je peux parler d'assurance vie, d'assurance de prêt ou de prévoyance. Je suis courtier en crédit et voilà. Donc j'ai 4 étiquettes en fait qui sont réunies. Je ne suis pas notaire, donc je ne peux pas faire de testament, par exemple. C'est des sujets comme ça, mais les 4 étiquettes, c'est celle-là. Et comme je vous disais, aujourd'hui, dans notre métier, on n'a pas d'encaissement de fonds. Je sais pas si le terme vous parle. Souvent, quand j'ai une agence, je peux encaisser les fonds ou pas. Ça, c'est plutôt sur les transactions immobilières. Nous, en tout cas, on n'a pas de transaction, on n'a pas d'encaissement de fonds. Donc, demain, vous travaillez avec nous. Demain, vous faites une assurance vie. C'est pas une assurance vie chez Nico, c'est une assurance vie avec Nico, mais peut-être chez Vie Plus, donc c'est Crédit Mutuel Arkea, ou Swiss Life, ou Cardiff, ou BNP. Enfin, il y a différents fournisseurs. Mais on n'a jamais, nous, de produits en interne sur lequel vous allez nous payer. Je sais pas si ça répondait à la question. Bon, j'espère que c'était clair. L'exonération de la qualification, c'était quand on remet 100 000 €, la personne en perd. Oui. Est-ce que vous savez exactement quels sont les biens concernés? Il parlait de biens neufs, résidence principale. C'est plus résidence. On peut faire aussi
Ben, moi, j'ai demandé 2 fois, on m'a donné 2 réponses. Ah, c'est ça qui est un peu que à usage de résidence principale. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à vous dire résidence principale de celui à qui on donne. À condition que ce soit de la résidence principale de la personne qui vit. J'ai jamais alors je vais être tout à fait transparent. C'est marqué. Ouais, à usage, c'est le texte, il dit, d'achat de biens à usage de résidence principale. Donc ça veut pas dire oui, mais c'est ce que je suis d'accord avec vous. Sauf que moi, quand je demande en tout cas, après on pourra en parler à la notaire, mais on me dit plutôt résidence principale de la personne à qui je donne. Après, il faudrait voir le texte d'application des notaires et ça, je préfère, je veux pas m'engager, moi je eh ouais, mais ça une ah ouais, non, mais je suis d'accord, hein, mais sauf que moi, les retours que j'ai, c'est que je suis d'accord avec vous, il y a des interprétations. Moi, d'après ce qu'on m'a rendu, c'est marqué les moi, Je suis d'accord avec vous. on peut par contre, il y a des biens, c'était des biens neufs et maintenant, Mmh. dans les biens, anciens, Avec travaux. c'est passé même 5 panneaux, c'est passé, ça a été les côtés au Parlement, c'est passé chez les sénateurs et ça doit revenir et c'est Oui, mais c'est pas encore du coup en application. Ouais, c'est pas encore en application. C'est toujours compliqué, hein. Oui, oui, c'est une enveloppe, alors excusez-moi, oui, c'était, alors c'est le même montant, ça qui est oui, mais il y en a un autre, vraiment dédié à ça. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ouais, au total, au global. 100 000 € par personne, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents. 300 000 € au total pour la personne qui reçoit, d'accord? Donc si jamais c'est 3 personnes de son rang ascendant, 100 000 € par personne et aussi les neveux, les tantes et les tantes, tontons et tatas, je vais y arriver, excusez-moi, s'ils ont pas eu d'enfants. Mais ça veut dire que du coup, il y a un axe d'optimisation. contre, on ne peut pas faire construire soi-même. Il faut acheter quelque chose et c'est pas soi, on ne peut pas le construire. Achat ouais, alors c'est moi en tout cas, j'ai pas eu le je le vois pas ce terme-là. Achat neuf. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Mais c'est vrai que vous avez raison sur l'usage, résidence principale et quand je demande, on me donne pas forcément la même réponse, donc c'est compliqué de vous dire oui ou non. Après, quand il y a des interprétations, si on se fait contrôler, je suis pas convaincu que la personne qui contrôle va interpréter comme on veut, hein. Mmh? C'est la vague, on sait pas. Moi, en tout cas, je préfère vous dire résidence principale de la personne à qui on donne, parce que si jamais vous êtes contrôlé et que lui, il a une interprétation différente, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Quoi? Ah non, c'est bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on va boire un verre peut-être et on clôture la réunion? Ah, j'ai eu beaucoup plus de réactions. Je sais vous parler, hein. On va aller voir aujourd'hui. Toute la complexité, je pense que vous comprenez que pour, même pour eux, c'est difficile et actuellement, Merci Guy. moi, j'en suis à Pardon, mon pardon. 7e ministre du logement en 4 ans. C'est-à-dire que j'ai eu 7 ministres du logement comme intermédiaire. On ne comprend plus grand-chose. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir de ce genre de soirée, c'est qu'il y a des solutions. Moi, en tant qu'agence, c'est pas le fond. C'est pas de métier, il y a des professionnels. On l'avait fait l'année dernière, on avait reçu donc, la présentation que vous avez eue ce soir, on pourra vous l'envoyer par lien vidéo, parce que c'est vrai que c'est très technique. Ça va vite, il faut lire beaucoup de choses en 1 heure, parce qu'on sait qu'après c'est très compliqué. Ce qu'on peut vous proposer, c'est que vous pouvez retrouver Nicolas, évidemment, ou à Souston qu'à Breton si vous avez besoin. On vous laisse les bureaux à l'agence, ça ne nous concerne pas. Mais ce qu'il faut mesurer, c'est qu'il y a des solutions, mais il faut suivre le plan, enfin tout ce que prennent les amendements. Tu parlais des taxes foncières, afin de savoir ce qui allait se passer. Mercredi matin, publie, et la porte-parole du gouvernement rétropédale en milieu d'après-midi parce qu'il y a un tollé partout. Donc en fait, ils sont en train de chercher l'argent partout. Sur l'investissement et sur la rénovation énergétique, ils ont exclu du parc locatif plus de 68 000 logements avec des mesures brutales. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'on est en déficit complet. C'est-à-dire qu'à Breton, quand on doit mettre, il y a souvent quand on doit mettre un bien en location, notre assistant, presque tout le monde descend en lui disant attention, on va mettre un 2 pièces en location parce que on croule sous les demandes et on n'a pas assez d'offres. Toutes les questions que vous avez sur la gestion locative, vous pouvez aller voir Aurélia David, qui a mis un pull rouge et une écharpe autour du cou, ou Guézine, qui pourra pourront vous répondre. Mais
voilà, il y a une très très forte demande, mais il n'y aura pas de baisse de la rénovation énergétique. C'est un chemin qu'a pris les différents gouvernements et les informations qu'on a à Paris vont vers ça de plus en plus. Donc, tous les investissements sur la rénovation énergétique, c'est quelque chose où vous devriez pouvoir vous y retrouver parce que ça baissera pas. Ils vont peut-être ralentir un peu le rythme. Il y aura toujours un peu de ça. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est très technique sur 1 heure, mais on espère que ça vous a un peu éclairé sur des sujets. Puis après, toi, tu restes là toute la Ouais. soirée. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et puis nous, on vous envoie les liens vidéo. Question, Sur Orphée, qui n'a pas de caractère politique, mais un petit peu quand même. Quand vous rencontrez le ministère, est-ce que vous vous retrouvez face à une simple chambre d'enregistrement ou il y a une véritable interactivité assez technique par rapport à une présentation comme ça soit? c'est-à-dire qu'on me demande des rapports, j'écris, mes services à Paris écrivent, et puis les gens qui je les envoie sont pas ceux qui m'ont commandé le rapport quand je les retrouve. Donc, c'est quand même assez compliqué. Je pense qu'ils ont ils savent pas comment prendre le sujet. Sans faire de politique de pub, parce que c'est pas mon rôle là ce soir. On a tout de même depuis 2017, il n'y a pas de politique du logement. C'est-à-dire que le logement est vu, les gens sont vus comme des rentiers. Et moi, je passe mon temps dans les journaux. Tout à l'heure, j'avais une interview avec RTL, à expliquer qu'en fait, les investisseurs ne sont pas des rentiers. C'est-à-dire qu'ils sont là pour évidemment gagner de l'argent, que ce n'est pas à long terme, mais ça participe au tissu social, à l'œil des Français. Voilà, donc, j'embrasse actuellement le ministre que nous avons actuellement. Je pense qu'il est très conscient de tout ça, mais ils sont sur un siège éjectable. Vous le rencontrez, je l'ai rencontré mercredi là, mais la semaine dernière, et presque quand vous le rencontrez, vous ne savez pas ce qui sera à la fin du mois. Donc il n'y a pas de consensus en fait, et c'est difficile de voir clair dans tout ça. Tous les partis politiques vous parlent de ça, tous les ministres qu'on rencontre, tous les députés, mais ils cherchent de l'argent partout, et puis c'est plus facile de taper sur les propriétaires qu'ailleurs. Mais on sent quand même le vent tourner depuis quelques temps parce que ils se rendent bien compte que ça craque de partout. Nous, aujourd'hui, on est partout en France, hein, c'est-à-dire qu'on va que ça soit Aurillac, Lille, enfin, partout. Et on voit bien qu'il y a le même problématique partout. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est le logement locatif, les investisseurs. Donc, le fait qu'ils parlent du statut du bailleur privé, c'est quand même une prise de conscience qu'il faut avancer. Ça fait 10 ans qu'on parle du statut du bailleur privé. Donc, bon, on n'est pas non plus Madame Soleil, et j'aimerais pas être à ta place parce que répondre à toutes ces questions, moi, je ne saurais pas faire ça parce que c'est le mardi, on n'est pas sûr que le mercredi ça tienne. Bon. L'enjeu pour vous, c'est aussi ça l'alerte, c'est d'aller voir vos notaires respectifs, de bien vous faire conseiller, de ne pas prendre des mesures à la légère. Il y a des tas de solutions. Le GR20, par exemple, moi, je ne savais pas qu'on investir sur des tracteurs et les fiscaliser. Bon. Et ça marche, et on a des tas de clients qui l'ont fait parce que, pour vous compreniez bien, quand je fais intervenir Nico ici pour nos propres agences, c'est aussi éprouvé au niveau national. Alors, on va fêter nos 60 ans l'année prochaine. On a logé, vous avez l'idée, on a logé plus de 5 millions 7 de Français. Donc on a un peu de retard quand même. On est une coopérative, pas une franchise, on a peut-être 250 associés, ça appartient à tous les coopérateurs. Donc, je suis pas dans une coopérative, mais je suis avant tout associé. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir de vous accompagner dans votre parcours résidentiel. Je l'avoue, est parfois très compliqué parce que un investissement locatif, voilà, c'est parfois compliqué. Il y a une chose qu'on commence à percevoir qui arrive au Pays-Bas, et qui va peut-être arriver dans les Landes, c'est la limitation de tous les logements bien, tous ces investissements-là, parce qu'on comprend bien que ça devient un vrai problème pour nos jeunes ici pour se loger, pour nos parents, pour tout un tas de gens. Donc l'investissement dans la longue durée, c'est aussi quelque chose qui, nous, on pousse. Mes confrères des autres réseaux poussent aussi pour que les pouvoirs publics entendent qu'on a besoin aussi de relancer l'investissement privé et pas vous stigmatiser parce que ça participe à l'achat. Et quand vous investissez, vous faites vivre aussi des promoteurs, il faut des entreprises, ça fait vivre le tissu local. Donc, il y a cette nécessité. Mais ce soir, modestement, on essaie juste, on n'est pas là, on peut pas tout garantir comme solution, mais c'est d'essayer de vous éclairer sur les possibilités. Et puis après, mais n'hésitez pas à flasher le QR code sur votre question. Effectivement, ils ont été validés par les services d'emplissance, par le service juridique, donc c'est pas la légère. J'espère que tu ne ferais pas une blague comme ça en étant ici, parce que sinon, il y a la petite enfin loin qui va comprendre la gueule. Enfin, voilà. Et puis,
N'hésitez pas à échanger sur ce qui est, vous parliez des travaux, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le coin ou pas dans le coin. Il y a toute notre équipe qui est derrière, elle est un peu timide, mais devrait plutôt être avec moi là, mais je connais, identifier les biens parce qu'ils sauront vous aider, ils en connaissent beaucoup plus que moi sur le marché local. Je suis tout à fait honnête, moi je suis un peu perdu maintenant, force d'être à Paris, mais eux ils savent. Donc, est-ce que c'est rentable de louer un 2 pièces, un studio, quoi acheter, où acheter, et la location, la gestion, voilà. Et ma femme me suicide qu'il faut que je parle pas trop. Juste une question. Juste une question. Ça rapporte de la politique. Moi, je fais les réunions sur les mairies. Qu'en est-il sur Cap-Breton? Je demande c'est Airbnb. Parce que bon, comme vous disiez, les durées de location ont pardonné de 120 à 90 jours sur certains marchés. Bon, la clé d'air des vieilles choses, ça commence à bouger un peu. Le nouveau, Galdos, c'est ça? Bon, il disait qu'il allait se pencher sur le problème. Parce qu'en fait, ça quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, je trouve que c'est un effet négatif aussi sur la qualité des logements quand on fait un investissement. En fait, je trouve qu'il y a une dégradation, enfin, une nuisance avec tous ces Airbnb. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des informations comme quoi on commencerait à, non? Alors, j'ai pas d'informations locales et puis je me garderai bien localement. Je veux dire, par contre, ce que je peux vous dire à titre privé ou en tant que président de l'Orpi France, c'est qu'on lutte pour justement stopper ces investissements sur Airbnb parce qu'on considère que c'est une catastrophe pour le résidentiel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agent immobilier, ça m'amuse pas quand on doit pour répondre ou non à des gens qui veulent se loger et d'avoir que les gens avec une valise à la main qui veulent. Alors, on est dans une région touristique, ça a toujours été l'usage ici d'avoir la location saisonnière, mais au national, on fait tout pour que justement on repousse les gens à louer en longue durée pour réapprendre à vivre ensemble et puis que ça soit aussi rentable pour les investisseurs. Mais voilà. Et sur la politique locale, ça, je vous ferai une réponse. Ben oui, parce qu'on peut pas. Et attends, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression qui vient du pays vaste et on voit bien que ça pousse de partout parce que ça craque. Le gros problème quand on vend une maison, on peut faire un appartement, des appartements derrière, vous pouvez être attaqué écologiquement en disant qu'on abîme le paysage. Mais ce sont les mêmes personnes qui après viennent nous voir en disant on n'arrive pas à se loger, mais on peut pas loger les enfants. Donc il faut trouver un juste milieu, il faut pas abîmer la côte, il faut pas abîmer là où on vit. Et notre métier, c'est d'être au milieu, c'est de trouver la meilleure solution pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Voilà. Et peut-être qu'il est temps d'aller boire un verre ensemble. Bon, merci de votre attention.